sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they Oh Sarah, comme c'est émouvant. Sarah est avec sa petite mouche de compagnie. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Bella. Elle s'appelle Je l'ai Bella. ramenée ce matin dans l'émission. Vous lui Voilà. faites un bisou? Non, il n'y a pas d'urgence. C'est que c'est l'animal le plus dangereux du monde avec le moustique. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on les appelle les mouches à merde, Sarah. Il va me C'est parce qu'ils vont sur les popos et puis ensuite ils les déposent partout. Bella, prends ton envol. Bah non, elle veut. C'est pas elle veut. Bella. Eh ben, elle est partie. Elle est partie. Ah non, elle est dans ses cheveux. Elle est dans ses cheveux. Eh oui, Sarah. L'odeur, hein, forcément, ça attire. Trop de générosité et vous voilà avec une mouche qui vit avec vous. En tout cas, on est très très heureux de vous retrouver, Bella, Sarah, Sylvie, Stan et moi, dans Bel et Bien Ensemble. Sylvie Chocron, que vous connaissez, qui est notre neuroscientifique. Il y a notre public aussi adoré qui est là. Alors, regardez cette couverture des magazines. On est dans les années 2015, on est en plein essor du mouvement body positivisme qui est né sur les réseaux. À cette époque, on voit des corps différents dans les défilés de mode, sur les réseaux sociaux aussi. Et l'icône de ce mouvement, c'est la mannequin Ashley Graham, qui est la première mannequin grande taille à faire la une du Vogue britannique. Regardez-moi cette beauté. Bon, grande taille, c'est pas non plus... voilà. Oui. Mais bon, elle est voluptueuse et on avait tellement l'habitude de voir des maigrelettes que ça fait du bien. Alors hélas, 10 ans plus tard, retour en arrière, on retrouve les mêmes corps filiformes en une des magazines. Pareil dans les défilés, il n'y a plus aucune diversité. Et puis les réseaux sociaux suivent, on voit apparaître le phénomène skinny talk. Skinny, ça veut dire maigre en anglais. On glorifie à nouveau la maigreur comme norme de beauté. Et nous, je veux dire, comme c'est pas le corps qu'on a, ça nous complexe. Alors, pour faire voler en éclats ce diktat, on avait envie de donner la parole à celle qui nous a donné envie de faire cette émission. C'est une femme qui assume pleinement ses rondeurs. C'est Tania Piombino, qui est créatrice de contenu et qui revendique une mode grande taille, joyeuse, décomplexée. Vous allez voir, elle est lumineuse. Elle se montre sans filtre et elle montre que le style, la confiance en soi ne dépendent pas d'un chiffre sur la balance. Donc, on va dire une phrase ronde. Et alors, c'est le thème de cette émission. Avant de la recevoir, Sarah, quel est votre avis sur la question, mon chou? Si Bella... Elle m'a quittée. Oh, c'est très triste. Bon, en tout cas, moi, vous apportez beaucoup de réconfort. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai grandi dans les années 90, Agathe, et l'icône à laquelle on voulait tous ressembler à l'époque, c'était Kate Moss, qu'on appelait la brindille. Elle faisait la une de tous les magazines, elle était rock, elle était cool, libre, désirable. Mais Kate Moss, c'était 1m70 pour 45 kilos, autrement dit. Voilà, c'était très très mince et loin d'être réalisable. La vision de cette norme était tellement biaisée qu'on trouvait Bridget Jones potelée. C'est vrai. Et là, quand on revoit le film aujourd'hui, on a surtout envie de lui demander pourquoi elle passait son temps à faire un régime. Et même le réalisateur du film reconnaît aujourd'hui que certaines répliques étaient grossophobes. Et ça résume assez bien l'époque. Toute ma génération a été élevée dans le culte de la minceur. Alors moi, je me souviens, Agathe, la mienne aussi. Voilà, moi, on s'enroulait dans du cellophane en espérant fondre comme une escalope sous vide. Pour transpirer, oui. On est d'accord. Et je me souviens aussi de ce producteur qui m'avait expliqué à l'époque que pour réussir dans la musique, il fallait que je maigrisse. Sinon, je n'y arrivais pas. J'avais 18 ans à l'époque et c'est une remarque qui m'a poussée à franchir une ligne dangereuse. Alors forcément, aujourd'hui, je suis très vigilante quand je vois revenir ces injonctions à la minceur. J'ai l'impression qu'on est en train de servir à la génération suivante le même poison, mais dans un emballage plus moderne. Faut arrêter de vouloir atteindre l'inatteignable, faire croire que la taille 36 est la norme. C'est un mythe. La taille moyenne des Français, je le rappelle, elle se situe entre le 40 et le 42. Alors Sylvie, pourquoi on a encore autant de mal à accepter qu'un corps qui sort de ses standards, ça peut être un corps parfaitement normal et en bonne santé? Bah oui, parce que, comme vous l'avez dit, on a été vraiment formatés. Donc, si on regarde les tableaux au 19e siècle, les femmes étaient plutôt bien en chair. Puis, au fur et à mesure, on est allé vers des femmes de plus en plus minces, mais malgré tout, voilà, la première moitié du 20e siècle, on avait quand même des femmes comme Brigitte Bardot, comme Gina Lollobrigida, qui avaient des formes, et on admirait ça. Et puis, peu à peu, c'est un peu comme si on nous avait expliqué que plus les femmes sont minces, plus elles se contrôlent, plus elles sont fortes, et qu'il fallait donc gagner en minceur jusqu'à l'anorexie, parce que finalement, on nous a montré des top modèles, vous l'avez dit, comme Kate Moss. On n'a pas hésité à nous montrer des corps dans les magazines
qui étaient retouchés. À l'époque, on ne savait pas que ces corps étaient retouchés. Donc moi aussi, hein, j'ai eu ces corps devant les yeux en me disant mais comment est-ce possible? Aucun de nos corps ne correspondait au corps qu'on voyait dans les magazines. Et finalement, on nous a éduqués de cette façon-là et on a énormément de mal maintenant à accepter des corps entre guillemets normaux. Et donc il y a eu quand même l'apparition de Kim Kardashian avec à nouveau un corps un peu ensablillé avec des formes qui réhabilitent un peu des formes naturelles. Oui, mais le ventre reste très très plein. Voilà, mais tout le monde n'a pas le corps non plus de Kim Ben, c'est-à-dire Kardashian, qu'en donc fait, ça c'est devient un nouveau diktat. C'est le corps à la mode, c'est d'avoir un Exactement. ventre et une taille extrêmement mince, mais d'avoir un beau booty, donc des belles fesses. Et donc, c'est la nouvelle norme. Voilà, quoi. ça reste une autre norme qu'on nous impose. Et finalement, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des personnes comme Tania qui vont présenter leur corps tel qu'il est, qui ne correspond à aucun diktat particulier. Et il faut réapprendre à voir la diversité des corps autour de nous. Oui, et pour le coup, les réseaux sociaux ont parfois cette vertu-là, donc si on peut les réhabiliter un petit peu. Donc on va apprendre à se réconcilier avec le miroir, et on accueille notre invitée Tania Piombino. Moi j'ai des formes de girl, ça sert à réchauffer les cœurs. Bonjour Tania, merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît sur les réseaux sociaux sous le nom de Tania Makeup Plus. Oui, c'est ça. Dans vos vidéos, vous montrez que donc on peut s'amuser avec la mode, on peut porter des pièces audacieuses, on peut mettre des robes près du corps, des looks très affirmés, sans chercher à cacher ses formes, en se montrant tel qu'on est. En fait, votre message, c'est le style n'a pas de taille, la confiance change tout. Et d'ailleurs, vous commencez souvent vos vidéos en disant « Je fais 100 kilos pour 1m68, je porte du 46-48 » et puis après, vous déroulez. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours par rapport à... Enfin, le parcours que vous avez entretenu avec votre corps? Alors, bonjour déjà à tout le monde. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été ronde. C'est pas quelque chose qui est arrivé tard. En fait, je suis née, j'étais déjà bien en chair, comme diraient mes parents. Ce qui m'a valu malheureusement aussi déjà des régimes très très tôt. Je pense que j'ai fait mon premier régime, j'avais même pas encore 10 ans. D'ailleurs, c'était ma médecin généraliste qui s'était dit, on va dire à ses parents de lui priver de tous les gâteaux, de tout, alors que j'étais toute petite. Donc c'est vrai que c'était une relation assez compliquée. En fait, très très vite, j'ai pris conscience qu'en fait, mon corps était un problème, alors même que pour moi, ça l'était pas du tout. J'avais pas du tout d'idée que mon corps était pas beau ou quoi. C'est vraiment juste les adultes qui sont venus me le dire. Et ça a été tout de suite un sujet avec ma famille où du coup, on m'a même amené voir un psychologue très tôt, qui d'ailleurs, le psychologue a juste répondu au bout de 2-3 séances à mes parents, écoutez, votre fille est gourmande. Voilà, j'ai rien de spécial à faire. Okay. Elle est bien dans ses baskets, on va pas... Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que les pédiatres font un peu moins quand même. Hein. Heureusement, ça a un peu changé. Et aujourd'hui, vous vous dites, moi, j'ai pas envie de perdre de poids. Et ce que vous remarquez, c'est que ça dérange, ça. C'est vrai que, vu que maintenant je suis présente aussi sur les réseaux sociaux, je suis confrontée à ma communauté qui est vraiment adorable pour le coup, et c'est des personnes à qui mon message parle. Donc du coup, elles sont vraiment super encourageantes. J'essaie moi de les motiver, elles me motivent. Mais en parallèle aussi, forcément, c'est l'autre côté des réseaux sociaux, c'est que souvent j'ai des contenus qui font un peu le buzz, entre guillemets. Et du coup, là, j'atterris vers de nouvelles personnes, et ces nouvelles personnes ne sont pas forcément toutes au fait du message et en accord avec ce que je dis. En tout cas, vous avez une arme formidable, c'est l'humour. On a un petit magnéto où vous parlez justement de cette grossophobie que vous subissez. Ouais. Quel plaisir, aujourd'hui on voyage en business grâce à nos haters. Un immense merci à Patrick et Jean-Michel pour tous leurs commentaires grossophobes qui nous ont permis de générer plein de vues et d'être rémunérés grâce à la monétisation. Et qui sait, peut-être que la prochaine étape, ce sera de passer au level supérieur en allant directement au tribunal pour se faire encore plus d'oseille. Ouais, comme Jérém Star. Allez, gros bisous. Eh oui, c'est QFD, les gars. Merci, continuez. Tania, on voit quelques-uns de ces messages de haine donc, que vous recevez apparaître à l'écran. Et vous allez voir que c'est d'une violence absolue. On se rend compte que pour certaines personnes, en fait, être gros, c'est toujours être fainéant. C'est manquer de volonté, c'est manquer de discipline, c'est parfois même être négligent sur l'hygiène. Alors ça, c'est un truc de malade. Comment est-ce que vous expliquez que tout ça, ça tient encore, quoi ? Alors que la parole s'est libérée quand même sur ce sujet. En fait, je pense qu'on a été formaté, comme je disais, depuis qu'on est tout petit. Et
même les générations au-dessus, moi je sais que ma mère en a beaucoup empathie aussi, à se dire en fait vraiment la minceur c'est le chemin à suivre. On peut le voir aussi dans les médias, par exemple la représentation des femmes dans les films ou dans les magazines. Toujours s'il y a une femme grosse, elle va être représentée comme un peu la greluche ou alors celle qui vraiment, waouh, incroyable, le mec s'intéresse à elle, mais en fait c'est parce qu'elle va changer de physique. Enfin, il y a toujours un aspect où être gros égale être un peu bébête ou être un peu feignant effectivement. Et du coup je pense qu'en fait ça vient vraiment de plein de paramètres. C'est pas uniquement juste une personne qui va te dire une fois, c'est vraiment tout le monde qui participe en fait à cette société qui met en valeur la minceur et notamment aussi, je pense, l'industrie pharma, bien sûr, qui elle aussi veille à toujours faire en sorte qu'on culpabilise et pour nous faire acheter de plus en plus de produits avec toujours des produits plus miraculeux les uns que les autres. Ah ouais, oui, parce qu'il y a aussi tout un marché derrière tout ça. Sylvie, c'est ultra important d'avoir des modèles comme Tania, pour les millions de femmes qui n'aiment pas leur rondeur. Je rappelle quand même que 67% des Françaises complexent à cause de leur poids. Et généralement, c'est sans aucune raison médicale. C'est vraiment quelque chose de totalement subjectif. Enfin, j'allais dire subjectif. Ancré, quoi. C'est ça qui est dingue. D'où l'importance d'avoir un modèle comme Tania. Bien sûr, parce qu'on ne le dira jamais assez, on apprend à voir et on ne voit que ce qu'on a appris à voir. Et donc, si on a appris à voir des corps filiformes, on a tendance à considérer que c'est la norme et c'est surtout le but à atteindre. Et on a l'impression que dès qu'on dévie de cette norme-là, voilà, on est anormal. Et donc, des modèles comme Tania, ça éduque notre vision. Quand je dis nous, c'est globalement, c'est la vision de la société. Et au lieu justement de cacher votre corps, le fait de le montrer, de dire que vous en êtes fiers et d'expliquer que c'est un corps normal, ça va nous permettre à tous d'apprendre à voir nos corps tels qu'ils le sont, parce que le risque d'avoir une norme qui est inatteignable, c'est de développer ce qu'on appelle une dysmorphophobie, c'est-à-dire véritablement une angoisse, une phobie. C'est ce que voilà, c'est vraiment la phobie d'avoir un corps anormal. Donc on va prendre un détail de son corps ou l'ensemble de son corps et on va le voir à travers un prisme déformant qui nous donne l'impression que notre corps ne correspond pas à la norme, qu'il est déformé par rapport à ce qui est attendu, et on va être persuadé que dans les magazines, tout le monde a un corps normal et que notre propre corps est totalement anormal. Alors on dit dysmorphophobie, parce que c'est comme si on avait une hallucination visuelle par rapport à notre corps et qu'on ne le percevait pas tel qu'il est réellement. Et donc le fait de voir des corps réels et des corps comme Tania, ça nous permet de réapprendre que la normalité, c'est toute cette palette de corps, qu'il y a une diversité de morphologie et que la normalité n'est pas le 36 sans forme, brindille. Et ça nous permet d'éviter ce trouble qui est un vrai trouble psychopathologique. Alors, pour être considérée dans la norme, la silhouette des femmes, elle doit rentrer dans des cases. Et depuis toujours, dans les concours de beauté, on mesure les tailles, on mesure les hanches, les poitrines. Mais finalement, presque comme on évalue une vache primée au salon de l'agriculture, quoi. C'est pareil. C'est vrai qu'on a cette idée délétère d'une norme corporelle chiffrée. Et ça date pas d'hier. Et c'est vous, Stan, qui avez pu le constater en voyageant dans votre machine à remonter le temps. Allez, venez avec moi. Oh, c'est fantastique, il nous fait rêver. Quel oui. ringard. Oui, aujourd'hui, pour savoir si on est dans la norme, il suffit d'un simple produit en croix qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. La formule, vous la connaissez, le poids divisé par la taille au carré et en mètres, et en fonction du chiffre... Mais perdu déjà. Ouais, le verdict tombe au choix, maigre, normal, surpoids, obésité. Oui, notre estime personnelle tient un chiffre compris en général entre 18 et 40. Un calcul mis au point par un mathématicien belge du nom d'Adolphe Quetelet, qui à la fin du 19e s'est amusé à définir la corpulence moyenne. Pas pour mesurer l'obésité, non, juste par amour des chiffres. Hélas, dans les années 70, le physiologiste Hans Selkis remet cette formule au goût du jour et popularise ce qu'on appelle aujourd'hui l'IMC. Ce que l'on sait moins, c'est qu'avant l'IMC, il existait déjà un précédent tout aussi culpabilisant, ça s'appelait les tables de poids idéales, élaborées par les compagnies d'assurance américaines pour estimer votre espérance de vie. Les plus célèbres sont celles de la compagnie américaine Metropolitan Life Insurance Company de 59. Le principe, l'assureur analysait votre taille, votre ossature et vous donnait votre poids idéal. Exemple, pour une femme d'1m65, il fallait peser au max 65 kg. Pour un homme d'1m80, comptez entre 60 et 78 kg sur la balance. Au-delà, avenant au contrat, plus 250% de cotisation supplémentaire, enfin la totale quoi. Je vous le dis moi, avec 80 kg pour 1m81, j'aurais eu une majoration.
Alors que je pense pas être en surpoids, non. Enfin, Vous êtes canon, mais je veux dire, vous êtes un modèle. T'en fais trop. Et c'est bien là le problème de ce genre de table comme l'IMC qui sévit encore aujourd'hui. Il réduit la santé et la beauté à un simple rapport chiffré. En fait, il ne distingue pas la graisse du muscle, ne prend pas en compte les hormones, l'âge ou la répartition des graisses dans le corps. Un sportif peut être considéré en surpoids, tandis qu'une personne mince avec de la graisse abdominale peut avoir un IMC normal. D'ailleurs, je me suis amusé à calculer, je en parlais tout à l'heure, Sylvie, l'IMC de Kim Kardashian, sexe symbole des années 2000. Elle pèse 60 kg pour 1,57 m, soit un IMC de 24. À 2 kg près, Kim K, elle est considérée en surpoids, alors que ses rondeurs ont fait fantasmer toute une génération. Autre exemple, autre style, le judoka Teddy Riner. Son IMC, 33. Il est considéré comme obèse. Les calculs sont pas bons. Bref, le danger de cette tyrannie du chiffre, favoriser la culpabilisation et les troubles alimentaires chez certaines personnes qui se sentent hors normes, alors qu'en fait, elles présentent aucun risque sanitaire. Voilà pourquoi de plus en plus d'experts proposent de remplacer l'IMC par l'IRC, l'indice de rondeur corporelle. Bonne idée, Sylvie. Alors, plutôt bonne idée, surtout qu'on ne va pas se le cacher, on est dans l'ère de la mesure. Vous avez remarqué que les gens mesurent tout. Ils mesurent le nombre de pas dans la journée, le nombre d'heures de sommeil, évidemment leur poids constamment, de manière dynamique. Et donc, il y a vraiment une obsession de la mesure. Et comme vous l'avez dit, l'IMC, ça ne reflète absolument pas la réalité, puisque, vous l'avez cité, il y a le problème des sportifs, mais il y a aussi des morphologies différentes. Et donc, cet indice des rondeurs corporelles dont vous parliez, il est déjà utilisé en médecine, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais le tour de taille détermine le fait que vous ayez ou non ce qu'on appelle le syndrome de la bedaine, qui est plutôt un syndrome masculin, qu'on appelle aussi le syndrome métabolique, parce que véritablement, c'est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Donc c'est déjà un indice. Et oui, c'est extrêmement important de ne pas réduire une personne à un chiffre, que ce soit l'indice de masse corporelle ou l'indice de rondeur corporelle, parce qu'une vie, une personne, c'est bien plus qu'un chiffre, c'est bien plus qu'un poids, c'est bien plus qu'une taille. C'est bien sûr, c'est toutes les expériences de vie, les relations, les émotions, le stress, le sommeil, les hormones, bref, tout ce qui constitue un être humain et qui se modifie jour après jour. Donc surtout, essayez de lutter contre ce siècle de la mesure, essayez de vous détacher des chiffres et prendre en compte chaque personne de manière intégrée. Et là, je m'adresse à la fois aux soignants, mais à la fois à chacun d'entre nous, parce que même si on n'est pas soignant, même si on n'est pas médecin, c'est important d'avoir cette approche beaucoup plus réaliste et beaucoup plus intégrée. Tania, vous dites que c'est vrai qu'une idée qui dit que les femmes rondes sont forcément en mauvaise santé, vous dites que c'est pas automatique. Alors pour moi, comme tu l'as dit, c'est multifactoriel. Donc moi, par exemple, j'ai fait du sport 2 à 3 fois par semaine. D'ailleurs, mon compagnon est médecin généraliste. Donc clairement, il voit... Donc les prises de sang sont bien. Voilà, les prises de sang sont bien et en plus, il est là au quotidien pour voir ce que je fais. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est irréprochable non plus, mais en tout cas, on se surveille tous les deux au quotidien comme un couple sain. On essaie de faire en sorte de vivre le plus longtemps possible ensemble. Donc clairement, je ne pense pas avoir un mode de vie malsain. Ouais. Sarah, c'était bien, non, pour conclure ce que vous avez dit. Ouais. Non, mais c'était important que j'amène du débat. Sarah, quel regard portent les Françaises sur leur forme ? Ouais. Non, mais ça manque de bienveillance à Agathe, parce que quand on complexe depuis des années, apprendre à aimer son corps, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a des psychologues qui expliquent qu'on peut progressivement reprogrammer le regard qu'on porte sur soi. Et parmi les méthodes, il y a l'auto-compassion, le principe se forcer chaque jour à identifier une qualité physique et se complimenter. Alors Tania, est-ce que vous voulez bien nous montrer l'exemple, vous auto-complimenter ? Alors, moi, c'est pas quelque chose que je fais genre devant le miroir à me le dire, mais c'est vrai que des fois, je me regarde tout simplement dans le miroir et en fait, ce que je fais naturellement, c'est que je me concentre sur ce qui me plaît plutôt que ce qui me plaît moins. Parce qu'il y a des choses encore sur mon corps qui me plaisent moins. Mais en fait, je me focus plus sur ce que j'aime et je le mets en valeur. Et par exemple, là aujourd'hui, quand je me regarde, là, je vois le retour écran, je trouve que mon maquillage des yeux est assez joli et ça les fait bien ressortir. Et voilà, c'est le truc que je vais regarder aujourd'hui. Et bien plus encore, vous êtes canon. Merci voilà, beaucoup. faut le dire. Bon, allons voir si les Français en sont capables, Tania. J'espère. Est-ce que vous aimez vos rondeurs ou est-ce que vous les combattez ? J'aime mes rondeurs. J'essaie d'en faire un atout. J'essaie d'acheter des vêtements qui mettent un peu en valeur. Pourquoi certaines de vos rondeurs peuvent vous complexer ? Tout ce qu'on voit à la télé, les mannequins, les magazines, complexe un peu. Puis après, avec l'âge aussi, on arrive à un certain âge où à un moment donné, le corps, le métabolisme se ralentit. Est-ce que vous avez une photo dans votre téléphone où vos rondeurs sont mises en valeur ? On voit bien mes rondeurs, bien sûr. Excuse-nous.
pas mal. Elle est pas mal, hein. Ouais. Plutôt jolie, la petite. Trop belle. Ouais. J'adore. Alors, on va s'auto-complimenter devant ce miroir et assumer nos rondeurs. Alors, allez-y, je vous laisse scanner tout votre corps. Je me sens pulpeuse et pas trop mal pour mon âge. J'ai quand même 3-4 kilos en trop. Non. Mais allez, d'ici à un mois, ça ira mieux. Eh bien, écoutez, on va terminer en chanson. Je suis pas comme toutes les filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi, j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Et oui, voilà, on réchauffe les cœurs. Hein, réchauffons-nous. Voilà, les a réconfortés comme d'habitude. J'ai essayé avec eux la technique de l'autocompassion. C'est quoi, vous, vos conseils pour toutes les Françaises qui nous regardent pour apprendre à assumer leur forme et booster leur estime personnelle? Alors déjà, je dirais forcément, parce que c'est un peu une formation professionnelle, mais déjà sur les réseaux sociaux, parce qu'on y passe beaucoup de temps maintenant, d'essayer de suivre des personnes qui nous ressemblent et pas forcément des personnes qui nous font culpabiliser parce qu'ils ont le corps dit parfait. Parce que vraiment, ça éduque le regard et moi, je trouve que j'en suis la preuve parce que vraiment, au début, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, par exemple, je n'osais pas du tout me montrer, même sans filtre, par exemple. Et en fait, le début des réseaux sociaux, il n'y avait juste pas de filtre. Et donc, j'ai fait l'effort. J'ai dit, bon, allez, j'ai envie de poster cette vidéo, tant pis, je me montre comme ça. Et en fait, au début, c'était un effort. Après, ça ne l'est plus devenu. Après, je me suis dit, bon, moi, je vais mettre un jean taille haute où on voit un peu mon ventre, forcément en transparence à travers le vêtement. Et je me suis dit, waouh, c'est un effort de fou. Puis après, je suis passée au crop top. En fait, petit à petit, en sortant de cette... Mais où est-ce que ça va finir, Tania? Un poil sur les réseaux. Hein. Non. Mais vraiment, je trouve que sortir de sa zone de confort, c'est vraiment la chose la plus essentielle et que ça peut s'appliquer par rapport au rapport au corps qu'on a, mais ça s'applique aussi à la vie de manière générale. En fait, on s'impose plein de limites, on s'autocritique, comme tu disais beaucoup. Et en fait, plus on va dépasser un petit peu cette limite en essayant quelque chose de plus, un peu plus loin, comme j'ai dit, jouer avec les vêtements, jouer avec le maquillage et s'amuser, et décomplexer au maximum. Encore une fois, peut-être que ça commence par se parler gentiment. Et, enfin, on sent, Tania, que vous êtes cool avec vous, quoi. Vous aimez bien. Oh, on va vous suivre sur les réseaux sociaux, mais comme des possédés. Merci, Tania, d'avoir été avec nous. J'espère que vous reviendrez bientôt. Il est temps d'accueillir notre envoyé spécial bien-être, oui. Car il vient d'être déposé, élitreillé, sur le toit de France Télévisions. Il rentrait tout simplement de la banlieue parisienne. Arnaud Loquet est avec nous. J'ai vu ma vie défiler. Il paraît que vous étiez à Ponto Combo. Oh là là. C'était exceptionnel. Ouais. Qu'est-ce que vous avez rapporté comme image bien-être? Une baguette. Ouais. La place du village est formidable. Génial. Et puis après, l'hélico a décollé, j'ai pas eu le temps, mais Ouais, je vis des trucs. On vous a vu suspendu là au-dessus de Paris. Et je prépare le 14 juillet. Bravo. Écoutez, voilà, faut se mettre toujours des paliers. Mais oui. Alors depuis le début, je vous entends parler de normes, de dictats, de tous ces trucs-là, des regards qu'on peut porter sur les autres. Et surtout, moi, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est la difficulté de s'accepter quand en fait on se rend compte qu'on rentre pas dans les cases. Et ça, c'est quand même hyper dur. Donc, avec notre équipe, on a voulu aller rencontrer une femme qui s'appelle Anaïde. Elle est performeuse et professeure de burlesque. Je pense que le burlesque, ça parle à tout le monde, c'est un peu Dita Von Teese, pour ceux qui la connaissent assez bien. Ou alors les petits froufrous que vous avez, les cache-tétons là qu'on fait tourner. Ça, c'est vraiment le burlesque qu'on adore. Sarah, elle a un spectacle avec sa mouche, avec Bella. Avec Bella tous les mardis. Allez la voir, franchement, c'est assez génial. Le burlesque, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mélange de danse, de théâtre et des feuillages glamour. Moi, je trouve ça très joli. C'est assez drôle, c'est très théâtral et c'est surtout une discipline où on joue avec la sensualité, mais surtout, et c'est ça qui est hyper important, c'est avec la confiance en soi. Et là, les rondeurs, on les cache absolument plus. Elles deviennent un moyen vraiment de s'exprimer complètement et surtout de séduire. Rendez-vous dans le 10e arrondissement de Paris où Clémentine retrouve Anaïde et ses élèves pour un cours un peu particulier. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Bonjour les filles. Oh, que de sensualité. Je vais essayer de faire comme vous, mais je suis pas sûre. Hein. Comment on le décrirait, le burlesque? C'est un art qui peut être drôle, engagé. C'est un mouvement qui a débuté dans les années 90 aux États-Unis par des femmes qui ne se sentaient pas forcément dans les codes de beauté et qui permettent aussi aujourd'hui à des femmes maintenant de devenir en fait qui elles veulent et d'exprimer ce qu'elles veulent dans leur féminité et avec le corps qu'elles ont. Et ici, chacun a son personnage burlesque. Je me nomme Lady Adelaide Great. Mon nom, c'est Morgan Foxglove. Mon nom de scène, c'est Vesperine. Et Miss Red Naomi. C'est la rose que je porte sur moi. C'est sublimissile parce que quand on accepte son corps, on se doit d'être une bombe atomique. Et donc, je suis un missile. Attention.
un nom de scène aussi. Il te faut un nom de scène, oui. Il y a un personnage féminin que tu adules, que tu adores. Catwoman. Est-ce que tu as une texture préférée? J'aime beaucoup quand les matières sont fluffy un peu. Cat et Fluffy, ça peut marcher bien ensemble. Ouais. Donc tu peux associer les deux. Miss Fluffy Cat. Mais j'adore. Miaou. J'ai commencé à 4 ans la danse classique, qui est quand même un art qui est très très normé. Et rapidement, à l'adolescence, elle est clairement pas dans les normes. Et j'ai toujours été aussi fascinée par les cabarets, notamment le Crazy Horse, qui du coup pour moi était complètement inatteignable vu mon corps. Et donc quand j'ai découvert le burlesque, j'ai compris qu'en fait on avait un art à disposition où on n'a jamais quelqu'un pour poser un regard sur nous et nous dire ça tu n'es pas, ça tu ne peux pas le faire. Non, en fait on est complètement libre. My heart belongs to daddy. Le principe de la femme fatale, c'est que tu es tellement exceptionnelle que tu n'as besoin de rien faire. Chaque sourire, chaque regard que tu donnes à quelqu'un, c'est un cadeau inestimable. J'arrive, je me pose et je prends ma pause. Je descends et je repars avec le regard en dernier. Ouais, tu toises un peu quand même. Un petit peu. On Il y est a un d'accord. petit peu de mépris. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu de mépris, ça. Ça toise légèrement quand même. Voilà. Bon, faut pas déconner quoi. And I'm feeling good. Fish in the sea. C'est beau cette façon de bouger les corps. C'est vraiment une vraie liberté. On s'assume sous plein d'aspects différents et avec tout ce qu'on peut être et tout ce qu'on peut expérimenter qu'on ne peut pas expérimenter à l'extérieur. C'est vraiment un safe space pour ça, spécifiquement. Et alors, qu'est-ce que ce serait ton conseil pour une femme pour qu'elle accepte ses rondeurs et qu'elle accepte son corps? C'est de ne pas penser à son corps et juste d'être et de vivre. Je pense que accepter ses rondeurs, c'est juste se dire j'ai un corps et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Et c'est ça qui nous donne vraiment du pouvoir en tant que sujet. Alors, C'est de l'amour, hein. c'est beau. Et surtout, ce qu'ils ont, les cours d'Anaïde, et là où ils sont géniaux, c'est qu'il y a beaucoup d'autodérision, il y a une vraie liberté, et là, les corps, ils cherchent plus du tout à rentrer dans les cases dont je vous parlais au début. Ils prennent juste la place qu'ils méritent. Et j'aime bien ce mot de mériter son corps, parce que c'est quand même assez important de le dire. Et le burlesque, si vous voulez vous inscrire, et il reste encore des places, c'est surtout apprendre à être sensuel, à monter sur scène, mais surtout apprendre que le regard... On va être regardé avec beaucoup plus de douceur. Oui, on va c'est pas ça. être jugé. Et son corps, on va être fier de le montrer. Et Sylvie, je voulais vous demander, à partir du moment où les femmes osent monter sur scène, est-ce qu'il y a aussi enfin cette acceptation de leur corps ? Oui, bien sûr, et même sans monter sur scène, parce que ça, c'est quand même l'extrême, hein, le burlesque, monter sur scène. On ne sera peut-être pas toutes capables de faire ça. Mais en fait, le problème, c'est que quand on n'est pas à l'aise avec son corps, ou quand justement on a l'impression qu'on n'a pas un corps qui correspond à la norme et qu'on ne rentre pas dans les cases, on va avoir des tentatives d'évitement. On va mettre des habits très larges, on va éviter les miroirs, on va éviter de se montrer. Dans une soirée, on n'ira peut-être pas danser sur la piste de danse parce qu'on n'a pas envie que les gens nous voient bouger. Et le problème, c'est qu'à force d'éviter notre image, à force de cacher ce corps qu'on considère comme honteux et comme pas acceptable, le cerveau considère véritablement qu'il faut le cacher. Il ne s'habitue pas à faire équipe avec ce corps et donc il a tendance à le rejeter et à ne pas vouloir le voir. Et donc c'est un cercle vicieux en réalité. Donc bien sûr, il y a ces femmes qui vont oser monter sur scène, oser être admirées pour ce qu'elles sont dans leur corps, se dévêtir, mais ça c'est très difficile. Donc dans un premier temps, on peut déjà conseiller de refaire équipe avec son corps, c'est-à-dire de prendre soin de lui, de se faire masser, de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller, de choisir des habits qu'on aime, de remettre des couleurs, de ne pas mettre uniquement des couleurs sombres et des habits passe-partout, de s'autoriser à être à la mode, parce que c'est aussi en reprenant confiance et en faisant à nouveau équipe avec notre corps qu'on va sentir qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui nous admirent, qui nous trouvent éventuellement jolies. Et ça va restaurer la fameuse image de soi dont on parlait avant. Et c'est très important sur le plan narcissique. On ne peut pas passer sa vie à se cacher et à avoir honte de soi.
Ah non, parce qu'on n'est pas longtemps sur Terre, hein, donc il faut profiter. Dansons, rigolons, montrons-nous, et puis... et fuck, bisous à vous. Arnaud, on me dit que le tourbus vous attend pour aller à la clinique de la Forêt Noire. Voilà, en Allemagne. Bon voyage. Bon voyage, bisous. Incroyable. Quel globe-trotteur. Stan va vous délivrer en 1 minute chrono une info qui va vous faire briller la machine à café, ça vous dit? Aujourd'hui, oui, non, mais c'est grâce à vous, souvent, que maintenant on se met à pécho au moment où on s'y attend le moins dans notre société. Il nous explique pourquoi la cellulite, c'est normal chez la femme. Oui, normal. Enfin. Allez, c'est parti, top chrono. Première info importante, la cellulite n'est pas une maladie. C'est juste un corps féminin qui s'exprime. 90% des femmes en ont. Même les minces, même les sportives, même Beyoncé entre 2 photos retouchées et filtrées. Le problème, c'est qu'on nous a vendu la cellulite comme un bug alors que c'est juste une question de biologie. Je vous explique. En fait, les cellules graisseuses sont maintenues par les fibres de collagène. Chez les femmes, ces fibres sont verticales, comme des colonnes. Résultat, quand la graisse ou l'eau de nos cellules pousse un peu, elle remonte à la surface, elle pousse de façon verticale. Et ça donne cet aspect capitonné qu'on appelle cellulite adipeuse ou aqueuse, et plus maladroitement, la peau d'orange. Chez les hommes, en revanche, la nature est différente. Les fibres sont croisées, comme un grillage, si vous voulez. Quand les cellules poussent, la graisse est davantage retenue et aucun relief n'apparaît sur la peau. C'est aussi simple que ça, la cellulite. En fait, l'industrie cosmétique et les médias ont inventé un complexe, parce qu'un complexe, ça fait vendre. Et on peut regretter le temps où les peintres comme Rubens, Renoir ou Titian peignaient des femmes avec de la cellulite sans leur dire de gommer ça avec des ventouses, du palpé roulé ou du drainage lymphatique. Le bon vieux temps. J'ai même fait moins d'1 minute. Oh là 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 là. C'est pas possible, c'est de plus en plus précis, de plus en plus calibré. Moi, j'avais entendu que la cellulite chez les femmes, c'était aussi normal que la barbe chez les hommes. Ouais. Donc, il fallait arrêter de dire « Ah ouais, t'avais de la cellulite ?» Ben oui, elle est normale, mon chou. Oh, ça me fatigue, ça me fatigue. À cause des injonctions à la minceur qu'on dénonce depuis le début de l'émission, on peut finir par plus aimer son corps. Donc ça va pas du tout. Et il y a une solution, c'est de remettre ce corps en mouvement. D'abord pour se reconnecter à lui et pour gagner en confiance. Et on va le faire grâce à Perrine Tramoni, qui est merveilleuse pour ça. Perrine, on a besoin de vous. Au programme, une routine pour booster son estime personnelle. Comment le yoga peut nous aider d'ailleurs à faire ça? Puisque vous êtes prof de yoga et kiné. Et oui, premièrement, le yoga, c'est une discipline qui, normalement, est pratiquée sans miroir. Une des rares disciplines où il n'y a pas de miroir. Le miroir, on dit souvent, le yoga, c'est à l'intérieur de vous. C'est une pratique qui va vous permettre de venir explorer votre corps, mais vraiment de l'intérieur. Moi, j'aime bien dire que j'ai fait des études de kiné, j'ai appris le corps humain, mais je l'ai vraiment compris sa singularité sur mon tapis. Et deuxièmement, c'est aussi, d'un point de vue juridique et psychologique, ce n'est pas considéré comme un sport, le yoga. Donc, il n'y a pas cette injonction que le sport peut donner de vouloir vraiment maigrir. Là, le yoga, ça n'a pas cet objectif, c'est un outil de santé d'abord. C'est ça, donc ça c'est très important. Sarah, Stan, je pense qu'il va falloir suivre. Et vous êtes épilé les petits bras, mon petit cerveau. Toujours pas. Ça fait un moment qu'on en parle. J'ai plus d'argent. Comment vous allez nous torturer? Elle ne pourra pas faire de chien tête en bas. Non, là, je vais vous apprendre une petite classique du yoga qu'on appelle la salutation au soleil. Ah oui. On peut la faire quand on veut, c'est ça qui est bien avec le yoga. On peut l'emporter avec soi. Et c'est plusieurs mouvements qu'on va enchaîner tranquillement. Dans les amplitudes qui nous sont disponibles. On va aller très loin. Exactement. Et moi, j'aime bien le dire, moi, je le fais à 5 à 10 minutes, le matin ou quand vous avez le temps pour réveiller le corps. Allez, donc, on se met à l'avant du tapis. Attention, on va devoir lever les bras au ciel. Vous le faites à la maison, bien sûr. Avec nous. Donc, d'abord, on allonge les bras le long du corps. Okay. On va prendre 2 respirations avec les yeux fermés. Par le nez, toujours. Toujours par le nez, tu sais. J'apprends vite. On inspire ici et on expire. Là, c'est un petit moment de focus, d'intériorité. Il y a du mental aussi beaucoup dans le yoga. Et après, on va pouvoir ouvrir les yeux et ouvrir les bras au ciel en même temps. On se grandit. C'est là le problème avec Sarah. Ensuite, on fléchit nos genoux et on relâche tout le buste, ventre contre cuisse et les mains au sol. Là, il suffit de fléchir les genoux pour que les mains puissent toucher le tapis, c'est magique. Voilà. Je suis au max. Et une fois qu'on a les mains, on va reculer les pieds à l'arrière. 1 et 2. Et on prend la petite posture célèbre du yoga, c'est le chien tête en bas. Donc on peut fléchir les genoux, on va même fléchir les genoux. Pardon Stan, vous allez bien? On est bien, hein? C'est mon corps qui s'exprime. Vous savez que ça, c'est une posture de repos, le chien tête en bas. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Allez, on va prendre planche, donc on vient devant.
Là aussi, on se repose. Oui, regarde, repose les genoux au sol, relâche tes genoux au sol et on vient s'allonger sur le ventre. Voilà, tranquille. Ça, j'aime bien celle-là. Voilà. Celle-là, elle est cool. Attends, tu vas finir en sphinx, mon Cobra, voilà. Regarde, sans les mains, on Ouais. essaie de redresser les épaules. Où ça tire. Ouais, ça renforce les muscles du dos, c'est excellent. Après, on va reposer les mains, on se repousse du sol. On refait chien tête en bas, j'ai l'impression que tu l'as aimé. Allez, chien tête en bas à nouveau. Et là, on va regarder à l'avant du tapis parce que c'est là qu'on va revenir par des petits pas, tranquillement. Non, mais là, Stan... Non, Stan, il Et faut... on est de retour debout. Je triche pas, hein, je suis vraiment max. Non, mais c'est pas grave, honnêtement. Mais ce qui est super, c'est regarder comme ça vous a... Là, arrêtez-vous 2 secondes et comme ça détend, parce que ça détend. C'est vrai. Bah oui, non, c'est non, vrai. je suis bien. Si le Mais si yoga, ça s'arrête, c'est ça me va venez aussi. comme vous êtes, avec vos radars. Faut pas être souple pour faire du yoga, au contraire. Ok, d'accord. On s'en fiche complètement, même si vous avez une amplitude quand même de 4 degrés. c'est un petit peu. Merci beaucoup, Perrine. Merci, Perrine. C'est bien. Merci. Tranquille. Oh là là, moi, j'ai ma tendinite toujours, mais sinon, moi, la salutation au soleil, ça fait un bien. On respire, on écarte le diaphragme. Chien tête en bas, c'est la salutation au soleil? J'ai rien Non, ça compris. fait partie de la salutation au soleil. Ah, c'est un rituel. c'est Là, tout un truc. mais là, vous venez de faire un enchaînement de yoga qui s'appelle la salutation au soleil, qu'on fait plusieurs fois D'accord. et qui fait ra, chi, kra, pi, fra. Et après, on oublie. Ce qui est formidable dans le yoga, c'est qu'on fait tomber le mental et effectivement, on ne se regarde pas. On regarde un peu à l'intérieur. Et pourquoi salutation au soleil? Après, j'arrête. Mon chou, je parle pas sanskrit, j'ai pas. Parce que ça se fait Pas pas non tant, plus, au moment où on se réveille. Voilà, Et on- exactement. c'est Et oui, le c'est la soleil. salutation, c'est merci d'être là. Voilà. Je vais raconter n'importe. Ah, c'est vrai, Perrine, parce qu'elle est encore en coulisses. Merci d'être là, bisous. Attention et youhou. Ce matin, on va dire fuck aux injonctions à la minceur. En même temps, ça fait quand même quelques minutes qu'on le fait. Et on va sombrer sans complexe dans le péché de gourmandise avec notre passion, Héloïse Brion. C'est une chronique qui me parle beaucoup plus. ça. Voilà. Après, le truc, c'est qu'elle peut nous filer des complexes aussi, celle-ci. Mais pas tellement du elle est tout. belle. Oh, aussi, aussi. Et surtout qu'elle mange, c'est ça qui est dingue. Héloïse Brion, aujourd'hui, vous nous proposez une recette de cookies ultra gourmande. Ultra gourmande. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Mais regardez ce qu'on a autour de Plein nous. de choses dedans, plein de bonnes choses. Et moi, j'aime bien mettre une pointe de café dedans. Oh mon Vous allez Dieu. voir, Oh là ça là. fait un petit peu... Mais il y a du sucre, il y a de Oui. l'amour, des Moi, j'ai choses... fait un peu de sport avec le yoga, donc j'ai le droit. Il est crevé. Il fait 2 chiens tête en bas. Oh, merci. Oh, et donc, on regarde la recette pendant qu'on déguste va regarder comme tout de suite ça. en image. J'ai pas besoin de parler. Merci, bisous. Alors, pour ces cookies ultra gourmands, on va d'abord faire fondre du beurre doux. Oh, l'enfer, Héloïse, tellement c'est bon. Qu'on va mettre dans un grand contenant. On va ajouter du sucre brun. On mélange. On ajoute du café ou du déca. Ça apporte vraiment un petit goût en plus. On sent bien. Ouais, à 9. On peut mettre un petit peu, si on veut, d'extrait de vanille. On mélange tout ça. On met de côté. Et ensuite, on va mettre un peu de levure. On peut mettre un peu de bicarbonate de soude alimentaire et de la farine. On mélange tout ça. Moi, j'aime bien utiliser des vraies plaquettes de chocolat pour faire les cookies. Je trouve que du coup, ça nous fait vraiment quelque chose de plus onctueux. Donc du coup, on coupe avec un couteau. On mélange le tout. On met un petit peu au frais pour que ça redurcisse. Et ensuite, on fait des petites boules qu'on va mettre comme ça sur une plaque. Ça va aller dans un four à 190 degrés pendant 5 minutes. Et là, je soulève le papier et je les fais retomber. Donc du coup, ça va garder un moelleux à l'intérieur du cookie et un peu plus croustillant à l'extérieur. Et on les remet 5 minutes au four. Un petit peu de fleur de sel à la dernière minute, comme ça quand ils sortent du four. Et puis voilà, on a nos cookies Si on les déguste. ultra fondants, ultra gourmands, qui font du bien au cœur, au corps, à l'esprit. Non, mais c'est un truc. Non, mais là, enfin, pardon, parce que le public, ils sont en train de baver, ils peuvent pas nous saquer. Mais bon, moi, j'assume totalement. Et là, la bonne nouvelle pour moi et la très mauvaise nouvelle pour vous, c'est que l'émission est terminée. Je vais pouvoir manger tranquillement. Merci, Héloïse. Merci, Agathe. Ce que je veux bien, c'est que vous refassiez la recette à la maison. Et puis vous nous dites ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de retour toujours, souvent sous les posts d'Héloïse, mais n'hésitez pas sur notre page Instagram à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Héloïse, merci 1000 fois, merci Sylvie. C'est toujours un bonheur de vous avoir, Sylvie Chocron, là. Sarah,
Et Bella, tous les mardis, bientôt dans votre ville. Et puis Stan et son corps de rêve. Il va travailler son chien tête en bas. Et bien sûr Arnaud, qui peut-être reviendra bientôt d'Allemagne. À demain, 9h55 sur France 2.